Ok, ben, bonsoir et merci à tous d'être venus. On est super contents de réorganiser cet afterwork en physique après 1 an et demi de quasi non-événement. Enfin si, on a dû faire un déjeuner il y a 1 an, mais on était vraiment pressés de réorganiser un événement. Et voilà, c'est cool que vous soyez là parce qu'on avait un peu peur. On sent que les gens, là, ils ont du mal à revenir aux événements le soir. On est bien dans nos maisons, dans nos appartements. Donc c'est vraiment cool que vous soyez là. Et merci aussi à Doctolib et à Whoworks de hoster ce premier meet-up. Hein. C'est la première fois qu'on vient ici. Et on a vraiment 2 belles têtes d'affiche aujourd'hui avec Julien, qui est CPO de Doctolib, et Baptiste, Product Director de Talentsoft, qui en plus a pris le relais d'un speaker qui n'a pas pu venir assez rapidement. Donc merci à lui et à eux deux. Et ce meet-up-là, on devait le faire il y a 1 an et demi. Alors mars 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était vraiment pas le bon moment. Et vous voyez, on a changé tous les speakers, on a changé aussi l'endroit, donc tout a changé. Donc, mais on va réussir à le faire et ça, c'est cool. Donc au programme ce soir, on commence un petit peu en retard, mais on va essayer de tenir le timing. Donc une table ronde avec Baptiste et Julien autour des organisations produits de 2 grosses structures, hein, quand même, Talentsoft et Doctolib. Et on va échanger avec eux pendant 1 heure, donc une partie assez cadrée sur des questions qu'on va leur poser. Et puis après, vous pourrez leur poser vos questions. Donc n'hésitez pas à noter, à réfléchir. Donc remercie à Doctolib, c'est vraiment chouette. Et à Cyril aussi, qui est ici présent. Je reparlerai de lui à la fin, mais ouais, il a beaucoup œuvré pour qu'on puisse organiser le meet-up. Et ça fait depuis juin qu'on échange, donc c'est cool. Donc, bon meet-up, et on va commencer à accueillir Julien et Baptiste. Alors, c'est Julien qui va commencer, qui va nous présenter une société que vous connaissez tous. Alors, c'est vrai, on s'est dit c'est compliqué de chercher l'adresse de Doctolib, parce qu'on tombe sur un tas de médecins, et vraiment, la société Doctolib, voilà, c'est compliqué. Alors, on a pris la main sur quelques Google My Business au cours des dernières années. Hyper rapidement, quelques chiffres sur Doctolib. Alors on va voir si je les connais encore par cœur, ils changent assez fréquemment. Mais donc, en gros, Doctolib, c'est le premier service de e-santé en Europe. 60 millions de patients, donc 60 millions de comptes Doctolib en Europe, 45 en France et une quinzaine en Allemagne. C'est 300 000 professionnels de santé utilisateurs de nos services. Alors en réalité, c'est plutôt 150 000 professionnels de santé et 300 000 en rajoutant les équipes administratives qu'utilisent nos services. À peu près 150 000 en France et un peu plus de 10 000 en Allemagne. Plus de 10 millions de consultations vidéo et 2 000 employés. Finalement, le côté positif d'avoir dû décaler de 18 mois cette session, c'est qu'il y a 18 mois, on n'aurait pas pu être là parmi vous parce que je pense qu'on avait 5 personnes à Nantes il y a 18 mois. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien on a de personnes à Nantes dans les locaux, 300, 400. On a arrêté de compter. Les produits qui sont commercialisés, construits par Doctolib, un point qui est assez important, les gens connaissent, et il y aura un slide après, beaucoup le service patient. Donc probablement que la plupart d'entre vous, vous avez un compte sur Doctolib et vous avez déjà pris un rendez-vous médical, paramédical sur Doctolib. En fait, avant d'être un service pour les patients, et même si c'est pour ça qu'on est majoritairement connu par la plupart d'entre vous, on est un software à destination des professionnels de santé. Et d'ailleurs, je dis un software, mais je devrais même dire plusieurs softwares à destination des professionnels de santé. Le premier à gauche, c'est un logiciel pour gérer 100% de sa prise de rendez-vous. Donc en fait, un médecin qui a ses disponibilités sur doctolib.fr, lorsque vous appelez à son cabinet, la personne qui va répondre au téléphone, elle va être sur un soft Doctolib. Et 100% des disponibilités sont, c'est même pas synchronisé en temps réel, c'est la même infrastructure technique. Et ça, bien sûr, ça vient avec beaucoup de complexité parce qu'un médecin, c'est pas monsieur tout le monde. Et donc, les convaincre de mettre toutes leurs disponibilités en ligne, ça nécessite pas mal de fonctionnalités. C'est pour ça que parfois, vous avez des petites questions, vous prenez des petits no-go parce qu'on vous dit qu'il n'accepte pas les nouveaux patients, etc. Et c'est tous ces éléments-là sur lesquels on travaille depuis quelques années. Deuxième élément, Doctolib Practice. Aujourd'hui, quand vous allez voir votre médecin, une consultation, ça dure 15 minutes en moyenne. Le médecin, il passe entre 8 et 10 minutes sur son ordinateur. Pendant 5 minutes, il vous regarde, 8 à 10 minutes, il est sur son ordinateur. Il est sur un outil similaire à Doctolib Practice dans lequel il va rentrer toutes les infos médicales vous concernant, faire son ordonnance,
faire sa facturation, prendre la carte vitale, la carte CPS, il va vous faire payer le reste à charge, etc. Et donc tout ça, c'est des boîtes, c'est des softs qui existent depuis une quinzaine, vingtaine d'années, qui sont assez faiblement innovants. Moi, je fais des dizaines de choses avec mon téléphone, j'adore. Je suis un peu addict même, je reçois des petits pushs qui me disent que j'y passe 4 heures par jour. Je me dis, mince, ça fait beaucoup. La réalité, c'est que sur la santé, en fait, on ne peut rien faire avec son téléphone. On ne peut rien faire parce que les softs qui sont utilisés dans les cabinets par les médecins, c'est des softs des années 90-2000. Et donc là, ce qu'on souhaite faire, c'est changer un peu ça et permettre aux médecins d'utiliser un soft totalement intégré à Doctolib et qui va lui permettre d'avoir une expérience beaucoup plus fluide et en fin de consultation, partager une ordonnance, vous partagez un compte-rendu médical, vous partagez des prochaines étapes, etc., des next steps. Parfois, on part de chez le médecin, il nous dit d'aller dans un labo, mais on se dit, mais en fait, j'y suis allé, est-ce que je dois retourner le voir? J'ai reçu un papier de 4 pages avec 2 chiffres en gras, est-ce que c'est grave, c'est pas grave, etc. On veut permettre au médecin de recevoir le résultat et vous, de vous pusher dans votre compte Doctolib. J'ai bien reçu le doc, pas besoin de revenir me voir, ou à l'inverse, reprenez un rendez-vous, etc. Et donc, ça, c'est ce qu'on va permettre de faire avec ce deuxième soft. Ce soft-là, pour le moment, il est utilisé par 1000 professionnels de santé en France. C'est le début par rapport au reste. On s'attaque à un marché qui est très régulé, avec 100% de pénétration. Tous les médecins utilisent un soft de ce type-là. On avait plutôt eu l'habitude d'attaquer des marchés où il n'y avait aucun médecin qui utilisait, de créer nous-mêmes le marché. Et donc là, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous. Tout à droite, Doctolib Hôpital, qui est le produit Doctolib avec quelques fonctionnalités pour l'hôpital. Il y a des parcours de soins plus complexes à l'hôpital, etc. Et enfin, le troisième, Doctolib Tib, que j'adore personnellement, sur lequel on est en bêta pour le moment. Pourquoi je l'adore? Parce que c'est un produit Doctolib gratuit, avec du self-onboarding pour les professionnels de santé. Aujourd'hui, chez Doctolib, si on est plus de 2000, c'est quand même aussi parce qu'on a beaucoup d'équipes sales, beaucoup d'équipes ops pour aller rencontrer les médecins, les former à utiliser nos solutions, etc. Nos solutions, malheureusement, elles ne sont pas autoportantes. Et là, on est en train de lancer un produit qui est un système de messagerie sécurisé avec un annuaire de professionnels de santé et qui va permettre aux professionnels de santé d'échanger entre eux. Je pense que ça vous arrive très souvent, vous allez chez le médecin généraliste, il vous dit d'aller voir un spécialiste et derrière, le spécialiste vous dit « Pourquoi vous venez me voir ?» Et là, vous répétez le truc que vous avez dit au généraliste. Et au fond de vous, vous dites « Mais pourquoi c'est à moi de faire ça en fait ?» Puis ils ne peuvent pas se parler entre eux, ces deux personnes-là, on est en train de parler de ma santé. Ils n'auraient pas pu se parler entre eux. Ou alors parfois, il vous a donné une lettre. C'est vous qui arrivez avec votre petite lettre format papier qu'il a donnée au spécialiste. Et donc là, on a envie de changer ça. Et on a envie que l'info de santé elle puisse circuler de manière fluide et sécurisée entre les professionnels de santé. Idem entre une infirmière et un médecin généraliste. Une infirmière, elle est énormément en mobilité. Elle va avoir des patients qui sont âgés, qui se déplacent peu. Si elle doit appeler pendant ses consultations, etc., le médecin qu'elle n'arrive pas à le joindre, c'est compliqué. Si elle peut lui envoyer un message sécurisé, prévenir aussi le cercle de soins du patient, on va permettre de faire des choses qui restent assez simples d'un point de vue technique, mais qui en tout cas vont changer la manière dont le système de santé fonctionne. La participation, je ne vous la décris pas. Je pars du principe que vous l'avez un peu tous utilisé au moins une fois dans votre vie, et je laisse la parole à mon collègue. Salut. Alors Talentsoft, c'est le leader européen des solutions de gestion des talents. On existe depuis 2009, c'est une société qui est française et donc qui a été créée par 3 fondateurs à Boulogne-Billancourt. On fait aujourd'hui 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 700 collaborateurs, on est présent dans 6 pays puisqu'on est vraiment… Notre ADN, c'est l'Europe. Donc, on a cherché à s'implanter sur les grands marchés européens. Donc, on est présent en Allemagne, on est présent dans les pays nordiques, on est présent également au Benelux. Et donc, là, on vient finalement de se faire racheter par Cegid. Donc, Cegid, je pense que vous connaissez peut-être un peu mieux Cegid que Talentsoft. C'est une société qui est quand même assez ancienne, mais qui avec Talentsoft, va devenir le numéro 1 européen des logiciels de gestion. Donc ça va faire à peu près 3000 collaborateurs dans là, pense, une quinzaine de pays. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est très complémentaire. Déjà, ils n'avaient pas de solution de gestion de talent. Et puis aussi, en termes de marché, Cegid est présent plutôt dans les pays d'Amérique latine, dans les pays d'Europe du Sud. Et nous, on est plutôt présent, voilà, comme je vous l'ai dit, Nordiques, DAR ou Benelux. Donc il va y avoir une belle complémentarité qui va se faire. Et c'est tout frais puisque c'est une opération qui a eu lieu cet été. Alors Talentsoft, c'est quoi? Talentsoft, c'est une plateforme de gestion des talents avec au cœur le collaborateur, le talent. Et on va retrouver l'ensemble des processus RH, donc du recrutement, la gestion des talents, le learning. Et en fait, là-dedans,
vous allez avoir une multiplicité de petits produits. Donc, c'est une de nos complexités, c'est qu'on a énormément de produits et Talentsoft, en fait, c'est construit par opportunité. C'est-à-dire que une des premières acquisitions de Talentsoft, c'était la gestion du talent management, c'était la partie droite. Et donc, il y a eu un premier achat qui a eu lieu, je crois que c'était en 2011, avec une société qui faisait plutôt du recrutement. Puis ensuite, on est arrivé, pour s'implanter à l'international, on a racheté une deuxième société aux Pays-Bas. Et puis, si on est arrivé à Nantes il y a maintenant 4 ans, c'est parce qu'on a racheté une société qui était à La Chapelle-sur-Erdre, qui s'appelait Idoceo, qui était le spécialiste du e-learning. Et ensuite, récemment, on a racheté une société qui est dans l'intelligence artificielle, donc qui s'appelait Crafty, et donc qui nous permet maintenant vraiment, grâce à l'intelligence artificielle, de mieux connaître encore les collaborateurs. Et à la fin, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir leur proposer des opportunités en termes de mobilité interne, en termes de mission, de projet, en termes de formation ou de coaching, par exemple. Et voilà. Et donc, du coup, merci pour avoir positionné le cadre donc, des deux sociétés qui interviennent ce soir. Donc, le sujet de l'organisation produit, de ce meet-up, c'était l'organisation produit. Donc, un petit peu voir comment des sociétés à forte croissance et même à forte ampleur s'organisent d'un point de vue produit. Donc, on a demandé à nos participants un petit peu de préparer un support sur la façon dont ils fonctionnent actuellement. On viendra un petit peu sur l'histoire qui les a amenés ici, mais pour l'instant, déjà, faire un état des lieux de où on en est et comment vous travaillez actuellement à Doctolib et à Talentsoft. Alors, là-dessus, sur ce slide-là, c'est marrant parce que j'ai vu j'ai vu le tien et au final, on n'a pas réinventé la roue des deux côtés et je pense que là, il y a des mots qui vous parleront. Limite, on parlera plus de slides tout à l'heure quand on refera l'histoire parce que ce slide-là, il a l'air joli, bien étoffé. Mais on verra qu'en fait, la dizaine d'équipes qui sont là, la dizaine de types de jobs qui sont sur ce slide-là, ils sont vraiment tout arrivés au fil du temps. On retrouve des choses assez classiques. Le product manager qui est interface entre des équipes tech et des équipes business, soit des équipes marketing, des équipes product strat. Et puis avec le nerf de la guerre, le nerf du recrutement, le full stack développeur, en bas à droite, celui sans lequel rien n'est possible. Et puis derrière, des équipes qui gravitent autour, data analyst, des équipes design, des équipes user research, etc. Mais je vous raconterai tout à l'heure un petit peu pour une feature team chez Docto, combien on a de chacune de ces personnes et surtout, quel a été l'historique depuis 2014 pour lancer ces différentes équipes-là. Sur l'organisation produit, on a vu une feature team. Aujourd'hui, il y a à peu près une quarantaine de feature teams chez Doctolib, à Paris, à Berlin, à Nantes, à Niort, à Milan, depuis quelques jours. Et en fait, il y a organisé en 8 domaines. Et donc, sur ces 8 domaines, il y en a 4 qui sont en fait sur les produits que je vous ai décrits tout à l'heure. Donc, il y en a un qui est sur un domaine sur Doctolib Patient, un domaine sur Doctolib Practice, un domaine sur Doctolib Team, un domaine sur tout ce qui est la Patient Platform, donc doctolib.fr, .de, application mobile, etc. Et ensuite, il y a des domaines transverses qui sont sur l'ensemble en fait, de nos produits. Le plus gros de ces domaines transverses, c'est celui qui est en bas à gauche, Sales and Marketing Performance. C'est un domaine qui est basé à Nantes. Et donc, c'est un domaine qui va à toutes les équipes Sales and Marketing fournir des outils, que ce soit des outils CRM, des outils Salesforce, Braze, etc., pour permettre, entre guillemets, d'empower nos équipes Sales and Marketing et leur permettre d'être le plus efficace possible. On est je disais tout à l'heure qu'on était un peu plus de 2000 chez Doctolib, on est présent dans 40 villes en France, 35 villes en Allemagne, une ville en Italie pour le moment. Quand vous arrivez, que vous êtes nouveau et que vous lancez une ville comme Dortmund, Clermont-Ferrand, Lorient, Milan, en fait, vous avez besoin d'avoir pas mal d'infos quand vous arrivez sur place pour être le plus efficace possible. On a ces équipes qui font ça. Et ensuite, les 3 équipes sur la droite qui vont être des équipes un peu plus techniques. Celle qui est la plus à droite, Technical Scalability, c'est un domaine dans lequel il y a une feature team qui a été lancée il y a 2 semaines. Donc j'aurais un peu du mal à vous décrire pour le moment ce qui est fait à l'intérieur de ce domaine-là. Mais les 2 centraux, celui en violet qu'on appelle PAIR, donc qui est vraiment sur la reliability de la plateforme, c'est un domaine dans lequel il va y avoir notamment les DevOps et sur lequel on va commencer à travailler sur des composants un peu transverses. Typiquement, quand vous utilisez un produit Google aujourd'hui, quel que soit le produit que vous utilisez, vous voyez que le composant de login, c'est tout le temps le même, quel que soit le produit que vous utilisez.
il y a 18 mois, je ne pensais pas avoir ces problèmes-là. Et aujourd'hui, on les a. On a des équipes un peu partout, comme je disais, Paris, Berlin, Nantes, et en fait, qui vont travailler en parallèle et tout le monde va un peu réinventer la roue sur comment je me connecte, comment je vérifie l'identité d'un docteur, etc. Et donc, on a besoin de créer ce type d'équipe. Et ensuite, sur la partie sécurité, c'est un élément qui est assez important, tout ce qui est security, privacy. Donc, on a des données sur Doctolib qui sont chiffrées de bout en bout. On a de la double authentification côté docteur, côté patient, etc. Et typiquement, ces choses-là, pareil, c'est mutualisé, quel que soit le produit que vous utilisez, une plateforme docteur, une plateforme patient, le composant de double authentification. J'aimerais vous dire que c'est le même. Malheureusement, ce n'est pas exactement le même. Mais en tout cas, on crée ce genre d'équipe un peu transverse pour justement essayer d'unifier ce type de composants. Et je crois que c'est à toi. Ouais, effectivement, mis à part les couleurs, ça se ressemble un peu. Effectivement. Non, ce qui est bien, c'est que ça va rassurer tout le monde. Donc l'organisation produit chez Talonsoft aujourd'hui, c'est à peu près 50 collaborateurs. C'est l'équivalent de l'ensemble des équipes produits R&D en 2016 quand je suis arrivé. Donc vous allez voir tout à l'heure, moi j'ai pris le pari de vous raconter une belle histoire depuis que je suis chez Talonsoft. Donc je vous expliquerai ça après. Aujourd'hui, en tout cas, on est 30 product managers, on va dire à peu près 4 en Ops. On a principalement des PMO qui aident l'ensemble de ces équipes à travailler ensemble finalement, à essayer de comprendre comment on fait pour scaler justement cette organisation avec 30 product managers et également de vérifier les dépendances entre chaque équipe et nous aider sur le suivi de la release. On a une dizaine alors, le product design, c'est principalement des UX. Des UX on va dire, la moitié en UX pur et l'autre moitié qui sont plutôt des UI qui essaient de devenir UX. Et donc ça, c'est vraiment les équipes produits purs. Et en dessous, j'ai mis un petit trait exprès, puisqu'en fait, on a deux autres typologies d'équipes avec lesquelles on est très très proche. C'est le product marketing et le product stratégiste. Alors, product marketing, c'est marrant d'ailleurs, parce que ça ne me dérange pas qu'il soit sous la barre. Et pour être tout à fait honnête, product stratégie, ça me dérange un peu. Donc je vous fais part de cette petite anecdote parce que je pense que dans vos équipes, dans vos organisations, je pense que si vous arrivez à vous bagarrer pour que le product stratégie soit dans le product management, c'est pas plus mal. Voilà, donc 4 product marketing qui sont vraiment le plus orientés vers on va dire l'enablement des sales, quoi, toute la partie proposition de valeur, et product stratégie normalement qui travaillerait plutôt avec le produit pour amener les bons insights marché et être capable de savoir pourquoi on investit et ce qu'on va récupérer derrière. D'où ma petite blague juste avant. Et après, les feature teams. Alors, une feature team, elle est classique, c'est un peu comme disait Julien. Alors, nous, sur l'UX, on n'a pas vraiment de découpage, on a plutôt des gens qui font un peu les deux. Mais en gros, j'ai essayé de vous mettre un peu les dimensions. C'est-à-dire, pour un product owner, on a un demi-UX. Voilà comment ça se passe chez nous. On rêverait d'avoir pour chaque product team un PO, un UX, un UI, un PMO, un Head of Product, des product marketers. Voilà. On aimerait avoir tout ça, mais en fait, en réalité, ce n'est pas possible. Donc, même si on fait des beaux organigrammes, on explique qu'une feature team, c'est un PO, un UX. En fait, c'est un demi-UX. En réalité, c'est aussi un demi-PMO, donc c'est pour la partie Product Ops. C'est un Head of Product qui chapeaute des Product Owners. On n'a pas vraiment de Product Manager, c'est vraiment le couple Product Owner et Head of Product qui fait un petit peu ce rôle global de PM. Et avec ça, effectivement, un demi-Product Marketer et un quart de Product Stratégiste. Voilà, un peu les grands chiffres. C'est votre situation actuelle et les sociétés qu'on a conviées aujourd'hui nous ont intéressés de par leur taille et de par aussi leur croissance. Évidemment, des sociétés qui croissent comme ça et qui prennent autant d'ampleur nécessitent une organisation qui évolue au cours du temps, au cours de leur croissance. Et donc, on souhaitait faire un focus un peu sur cette partie-là, sur les différentes étapes que vous aviez traversées. Peut-être pas du plus petit, mais en tout cas d'une équipe probablement beaucoup plus réduite que ce que vous avez décrit actuellement à ce que vous avez maintenant. Donc, c'était la raison de cette section-là. Julien, peut-être que tu peux attaquer. Yes. Donc, on va retrouver un slide qu'on a vu tout à l'heure, mais beaucoup plus simple. 2013, 2 CTO chez Doctolib. On a notre CEO Stan qui a lancé Doctolib en 2013 et qui s'est dit je vais contacter 100 CTO de moins de 30 ans et je vais voir qui répond. Il a eu de la chance, il en a trouvé 2. Et donc les 2 ont commencé en 2013 à travailler avec lui. Et donc bien sûr, ils étaient dev les mains dans le cambouis et c'est eux qui ont lancé le premier produit en un peu plus d'1 mois.
Cette situation-là, elle a duré à peu près 1 an, puisque quand même, au bout d'un moment, ils ont décidé qu'ils aimeraient bien avoir un UX UI designer et qu'ils en avaient un peu marre de faire ça eux-mêmes. Et d'ailleurs, la réalité, c'est qu'ils ne le faisaient pas avec, du coup, ça ressemblait un peu à Excel 95, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a un premier product designer qui est arrivé. Donc là, on voit aujourd'hui, en termes de ratio, on a 0,7 product designer par feature team. Je crois que la réalité, c'est que 0,7, c'est un peu une target. Je pense qu'on est toujours plutôt à 0,5, un peu d'attrition, un peu de lancement d'équipe, etc. Donc on est toujours un peu en retard sur le plan. Ça a duré pendant quelques temps. Là, vous voyez, il n'y a même pas de product manager encore. Pourquoi il n'y a pas de product manager? Parce que c'est simple. Moi, à l'époque, j'ai rejoint Doctolib en 2014. Je gère le marketing, je suis CMO. Et en fait, toutes les décisions de roadmap, si on peut appeler ça roadmap, parce qu'à un moment, quand vous avez 2 devs ou 4 devs ou 5 devs, vous n'êtes pas vraiment sur une roadmap, vous êtes plutôt sur un combat de post-it, et puis c'est celui qui baisse un peu la garde à minuit et demi qui va perdre sa fonctionnalité. Mais toutes ces décisions-là et toute la partie product, elle étaient faites conjointement au niveau COMEX. Et puis après, JC et Yvan, nos 2 cofondateurs CTO, prenaient un peu les décisions fonctionnelles dans le détail et puis on se faisait valider ça ensemble. À 2016, énormément de changements, énorme révolution, avec les premiers product managers chez Doctolib, qui sont toujours là et toujours là d'ailleurs, Florian. Et puis avec aussi des engineering managers, on commençait un peu à avoir des équipes tech un peu plus grandes et on avait donc besoin un peu d'encadrement aussi dans ces équipes-là. Et puis aussi avec des data analysts, un peu de structure, la fin du moment béni où on peut aller faire des queries un peu crades comme ça, direct. Non, on a commencé à avoir des outils, à avoir des process, etc. C'est un peu ce qui se passe quand une boîte grandit. Et donc avec des data analysts, là vous voyez un product manager par feature team, ça c'est assez classique, un engineering manager, voire même 0,5 toutes les feature teams, et puis on essaye d'avoir un demi data analyst par feature team. On a continué aussi avec l'équipe Product Strategy. Alors nous, pour le coup, elle n'a pas exactement le même rôle que ce que toi, tu décrivais. Les équipes Product Strategy aujourd'hui, elles sont en charge d'identifier les futures opportunités pour Doctolib. En gros, vous vous souvenez, sur le premier slide, je vous montais Doctolib Patient. Aujourd'hui, en fait, Doctolib fait 99,9% de ses revenus avec 3 lignes de revenus. On a Doctolib Patient en France, on a le même produit en Allemagne, et on a la consultation vidéo en France. Et c'est un mal pour un bien. C'est un bien parce que c'est ce qui nous a permis de rester focus au cours des dernières années. C'est ce qui nous a permis de ne pas, vous savez, parfois vous rencontrez des mecs et j'ai envie de leur dire, mais tu as plus de business model que de salariés dans ta boîte. Là, à mon avis, tu es un peu en train de te disperser et on a toujours réussi à éviter cet écueil. Alors, Ludivine, qui est là depuis longtemps, on en a fait des deals un peu crapis avec des ophtalmos qui voulaient X et Y de fonctionnalités et ça a pas pris. On l'a vécu ça avec Ludivine en 2015-2016, mais on a toujours réussi quand même à rester assez concentré sur ce qu'on faisait. Ça, c'est pour la partie bien. Après, la partie moins bien, c'est qu'à un moment, c'est quand même important aussi d'être capable de se diversifier. Et donc, on a des équipes en charge de lancer des nouveaux pays, qui en ce moment sont en Italie et en train de lancer l'Italie. On a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'un acteur en Italie. Et donc, il y a des équipes en charge d'identifier les nouveaux produits. Et donc, ça, c'est ce que font les équipes Product Strategy. Donc, elles arrivent en amont. C'est plutôt des profils conseil en strat, VC, etc. Elles arrivent en amont, font de l'analyse de marché pour se dire, OK, qu'est-ce que Doctolib doit faire ? Je vous le disais tout à l'heure, sur la santé, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. On a énormément de médecins, énormément de patients qui utilisent nos services. À nous de trouver les services les plus pertinents et de les lancer de manière je ne trouve pas d'autre mot que successful, je suis désolé mais à nous de lancer ces produits-là de manière successful. Et donc typiquement, Doctolib Practice, le logiciel de gestion de cabinet, Doctolib Team,
l'outil de coordination entre professionnels de santé. C'est ces équipes-là qui sont en charge d'identifier et de travailler avec les équipes product pour construire la vision et en charge derrière de construire la stratégie commerciale, la stratégie marketing et faire en sorte qu'on lance ces produits-là de manière successful. Là, on a un peu fait les choses à l'envers parce qu'en 2019, on s'est dit, mais ça serait bien si sur nos produits actuels, on arrêtait de faire un peu tous à droite à gauche, entre directeurs commerciaux, etc. et qu'on avait aussi des équipes product marketing. Et donc, en 2019, on a créé des équipes product marketing qui sont en charge de la satisfaction de nos produits existants. Et donc, en gros, j'utilise Doctolib Patient, je suis un kiné, on va rajouter une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de prendre des rendez-vous chaînés, donc de prendre 10 rendez-vous à la suite pour un patient. Comment je m'assure que les personnes pour qui cette fonctionnalité-là est utile, ils vont le savoir, ils vont commencer à l'utiliser, etc. Comment je m'assure que les messages que j'utilise pour parler de mon produit sont consistants d'une fonctionnalité à l'autre, d'une spécialité à l'autre, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a des équipes product marketing. Ces équipes-là, elles ont beaucoup déchargé aussi les équipes de product management. Puisqu'à l'époque, ces équipes de product management étaient en charge de communiquer, former en interne sur toutes les nouvelles fonctionnalités. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais moi je trouve que souvent les gens ne se rendent pas compte que derrière, le product manager, il a 5 devs qui sont là et qui lui disent « Qu'est-ce que tu me donnes à manger, mon pote ?» Et en fait, les gens ne se rendent pas compte de ça. Et on a essayé de faire en sorte que le product manager puisse se concentrer dessus, collecter le plus d'informations possible d'autres équipes et derrière, travailler précisément avec les devs et trouver les solutions les plus élégantes, les plus efficaces à chaque fois. On en reviendra, élégante c'est bien, efficace c'est encore mieux, on en reparlera juste après. On a aussi une équipe user researcher qui fait peut-être un peu plus ce que tu décrivais, qui va sur le terrain à la rencontre des utilisateurs. Aujourd'hui, chez Doctolib, on est plus de 2000, il n'y a aucun médecin qui est salarié chez Doctolib. Pareil, c'est un mal pour un bien. Moi, quand je suis arrivé, on était 12, j'étais persuadé qu'il y avait un médecin, 2 médecins déjà dans la boîte. L'intérêt de ne pas en avoir, c'est de ne pas partir du problème du médecin qu'on connaît, etc. On a tout le temps été très proche des médecins, très proche de la communauté. On a une communauté sur laquelle on partage les fonctionnalités en avance, on récupère leur avis. On a un programme pionnier avec 1 millier de médecins qui on partage la roadmap en avance, qui viennent au bureau, qui viennent voir comment on travaille, etc. Par contre, derrière, c'est nous qui nous faisons notre opinion sur ce qu'il faut faire. Les médecins, ils travaillent beaucoup au papier, beaucoup à l'ancienne. Et ils ont l'impression que si nous, on les aide à scaler les trucs qu'ils font de manière pourrie à la main, c'est déjà top. On essaye plutôt de se dire l'inverse. Le médecin qui va dire moi j'aimerais bien pouvoir avoir une liste et puis je mets les patients et puis je rappelle les patients pour prendre un rendez-vous, va dire non, dans ta liste tu ne vas jamais rappeler les patients. Nous on fait de la réservation en ligne. Le patient que tu vas mettre dans cette liste là, il va prendre rendez-vous en ligne. Et donc ça c'est assez important. On écoute énormément nos utilisateurs, on ne les connaît pas de base, probablement dans la salle personne n'est médecin, personne n'a fait d'études de médecine. C'est une population qui a Bac+10, Bac+12, qui travaille de manière très organisée, très structurée, qui est très confiante sur sa manière de travailler. Et en fait, on est confronté à eux majoritairement quand on est en consultation. Donc du coup, quand on est en consultation, on est on fait un peu attention à ce qu'on fait. Généralement, si on y va, c'est parce qu'on est malade ou qu'on a un truc. Donc, et on ne les connaît pas si bien que ça finalement. Et donc c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir des équipes user research pour comprendre comment travaillent les médecins. Et je pense que ça, Ludivine l'a fait aussi. Quand on se met 4 heures derrière une secrétaire à l'hôpital et on voit comment elle accueille des patients, on a des idées de fonctionnalité. Et on a des idées pour lui changer son quotidien. Et quand vous faites ça en Allemagne, en Italie, les personnes ne travaillent pas de la même manière, etc. Donc très important cette proximité toujours avec le terrain. Équipe UX Writer, pour éviter d'avoir des funnels où il y a écrit continuer, puis le bouton d'après poursuivre, et puis une faible consistance dans les messages qui sont délivrés, etc. On a l'équipe UX Writer. Point important sur les équipes User Research et UX Writer, toutes les autres équipes sont organisées par domaine. Les équipes UX Writer et User Researcher, elles ne sont pas organisées par domaine, elles sont majoritairement organisées par pays, puisque pour le coup, il faut parler italien, il faut parler allemand, il faut parler anglais pour faire de la User Research ou du UX Writing. Et puis après, l'équipe sans laquelle je ne pourrais pas être là, parce que du coup, ils m'ont aidé à scaler mon quotidien, c'est les équipes Product Operations. Comment faire en sorte d'avoir une organisation efficace? Comment faire en sorte que le knowledge product soit le plus accessible possible, que tout soit le plus documenté possible? J'aimerais vous dire qu'on est très bon sur le sujet.
Quand quelqu'un arrive chez Doctolib et qui fait un rapport d'étonnement à M+1, M+2, le premier rapport, c'est « Waouh, qu'est-ce que c'est dur, le produit, il est dur ». Le nombre de Slack qu'on voit passer, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais avec Ludivine, avec une nouvelle product director qui est arrivée à Berlin il y a 2 mois pour que Ludivine lui parle d'une feature qu'elle a faite il y a 4 ans pour un hôpital à Suresnes. Parce que bon, il y a 4 ans à Suresnes, ça marchait bien, mais là maintenant en Allemagne, ça marche plus bien, etc. Et en fait, parfois, on rentre un peu dans les tréfonds, quoi. Et donc, très important de scaler ça. Scaler aussi l'onboarding des nouveaux arrivants. On a 1 ou 2 nouveaux product managers par mois. On a 5 à 10 personnes au global dans ces équipes-là, même 10 à 20 dans l'ensemble de ces équipes-là. Donc le fait que les personnes arrivent, soient vite formées, soient efficaces, c'est des éléments qui sont hyper importants. Donc il y a un vrai enjeu de cohérence et d'efficacité et les équipes Product Operations aident là-dessus. Un autre point qui est important aussi, c'est quand je vous le disais avant, je m'occupais du marketing. Moi, je suis un peu bête parfois. J'aime bien faire du sport quand il y a un ballon, quand il y a des points à marquer, etc. Le marketing, pour ça, c'est très bien, quoi. Combien tu as généré de leads, combien tu as eu de trafic sur ton site, c'est quoi ton ROI, etc. Quand j'ai commencé le product, il y a des trucs que j'ai adorés. Tout le côté construction, Lego, on a 3 manières de faire ça, mais attention, il y a un coût tech qui est différent, quel va être l'usage, etc. Alors ça, j'ai adoré, et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui fait que vous êtes là ce soir, on adore tout ça. Par contre, au bout de 3 à 6 mois, je me suis dit, ouais, la feature, elle est bien, elle n'est pas bien, etc. Mais en fait, à quoi je sers, quoi? Pourquoi on l'a faite? Est-ce qu'on a bien fait de la faire? Pourquoi on fait celle-là et pas une autre, etc. Il se trouve qu'à l'époque, je pense qu'en 2016-2017, je pense qu'on avait 3 à 4 feature teams, encore un concurrent sur le marché, encore des clients qui pesaient lourd dans nos résultats mensuels. Donc c'est vrai que la roadmap, en fait, quand tu as la feature qui a fait la concurrence, plus le gros client qui demande ça, plus tu lances l'Allemagne et il faut faire XY pour l'Allemagne, à un moment, tu ne peux pas trop décider et pas trop prendre de décisions un peu éclairées, quoi. Tu es en combat de post-it et en train de shipper des features le plus vite possible. Quelque chose qu'on a commencé à faire, la société, elle a toujours été organisée comme ça. On a un plan long terme à 5 ans, on sait où on veut aller. Et on a un plan opérationnel à 3 mois avec 150 KPI qu'on suit. On a un bon gros G-sheet bien sale avec 150 KPI qu'on suit tous les mois. Et il n'y a pas une feature team qui ne doit pas travailler d'une manière ou d'une autre sur un de ces éléments-là. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se dit qu'on a un enjeu d'avoir le plus de documents possible hébergés sur Doctolib, et dans ce cas-là, on va prendre ce KPI-là, on va le découper. OK. Héberger du docteur vers le patient, du patient vers le docteur. Suivant qui utilise Doctolib Practice, qui n'utilise pas Doctolib Practice. Et on va aller voir où est-ce qu'on peut créer de l'impact. Et on va tout découper comme ça, pas uniquement par amour des mathématiques, mais aussi par amour de comprendre ce qui se passe et de comprendre l'impact qu'on peut avoir. Et donc là-dessus, alors parfois, mes équipes, je les énerve un peu avec ça, mais c'est hyper important. Et je vous mentirais si je vous disais qu'on était pixel perfect sur le sujet. Bien sûr que parfois on fait des trucs parce qu'un tel nous l'a demandé, parce que ça ne marche pas, etc. Mais très important de tout le temps, essayer d'en revenir à qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre ensemble. Moi aujourd'hui, je sais que Doctolib Practice, il est que sur les médecins généralistes. Je sais qu'il doit être live sur les kinés en avril 2022, live sur les infirmiers en septembre 2022 et live en Allemagne en janvier 2023. Il se trouve que là, c'est un KPI un peu binaire. On peut un peu moins le décomposer, on peut juste essayer de faire un espèce de Gantt un peu précis pour savoir voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour que ça soit le cas. Mais même ces équipes-là, elles ont ça en tête. Alors bien sûr, comme je ne veux pas qu'elles fassent n'importe quoi, je leur dis tu dois être live en avril 2022, mais les 100 premiers utilisateurs, il faut qu'ils aient un NPS à 20, parce que en fait, si tu nous as fait un tricycle alors que les mecs ils voulaient un logiciel de facturation avec un hardware Bluetooth pour pouvoir facturer même quand ils sont allés faire une séance de kiné à distance, ça ne marche pas. Et donc ça, c'est des éléments qui sont hyper importants dans notre approche, des éléments qui sont hyper importants aussi pour que toutes les équipes, parce qu'en fait là quand je vous parle de ces personnes, alors tu l'as dit tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, on a une orga Tech and Product avec à peu près 400 personnes, une cinquantaine de product managers, une vingtaine de data analysts, une vingtaine de UX UI, etc.
C'est là que vous voyez que les ratios ne sont pas vraiment à 0,7. Avec 150, un peu plus de 150 devs, il faut que toutes ces personnes-là sachent pourquoi elles bossent. Et en fait, quand vous êtes à Paris, à Berlin, à Nantes, à Niort, à Milan, etc., à un moment, c'est un peu dur de savoir pourquoi vous bossez. Et donc, ça permet aussi de s'assurer qu'on ait une vision partagée, une vision commune, et que tout le monde essaye de maximiser l'impact que va avoir l'équipe sur le KPI qui est le sien, aussi granulaire soit-il parfois. C'est tout. Donc du coup, on se retrouve tout à l'heure pour quelques questions si vous en avez. Merci bien. Alors moi, je ne vais pas repartir du début de la société parce que je n'y étais pas. Donc moi, je vais raconter l'histoire à partir du moment où je suis arrivé. Parce vous allez voir, on a changé plusieurs fois d'organisation et je vais vous expliquer quel était le driver de ces changements. Alors, ce qui est simple au départ, c'est qu'on avait une produit R&D globale de 60 collaborateurs. On avait 8 produits à l'époque, 8 PO, 4 UX, 4 testeurs. C'était très mathématique. Voilà, il fallait que les équipes soient bien remplies. Alors, à l'époque, il n'y avait pas grand monde, donc c'était assez jouable. Et surtout, on bénéficiait à cette époque-là de l'historique de la boîte avec le CPO et le CTO, qui étaient deux des fondateurs de la boîte. Et donc, qui étaient tous les deux au CODIR avec chacun leurs objectifs, on va dire. En tout cas, ils avaient chacun à défendre un peu leur boutique. Ce qui rendait quand même un peu la vie compliquée quand je suis arrivé, moi, des squads. On avait déjà des squads à l'époque qui étaient assez classiques, avec un lead tech, 4 devs. On commençait à avoir des QA ingénieurs. Et donc, il y avait quand même un peu une petite guéguerre qui n'était pas simple à gérer entre les équipes. Donc, comme je vous disais, des choses assez classiques. 8 squads. Alors, il y avait des trous un peu à droite à gauche. C'est pareil, ça, c'était l'orga idéal à l'époque, mais tout n'était pas forcément très bien rempli. Et il s'était passé un truc juste avant que j'arrive, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai intégré la société, c'est qu'il y avait une levée de fonds fin 2015. Alors c'est marrant parce que quand j'ai refait le slide, je trouve ça ridicule, en plus quand on voit les dernières levées de fonds de mon collègue, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais je vous promets qu'à l'époque, en 2015, dans la French Tech, 35 millions c'était énorme. Et donc ça a permis quand même d'avoir des ambitions un peu plus élevées. Et donc là on a commencé un petit peu à scaler l'équipe, quoi. Donc on a fait un truc classique, entre 2016 et 2018, on a multiplié les effectifs par 2. Donc de l'ensemble du département produit et R&D, vous allez voir, on a bougé un petit peu, mais pas trop. Les effectifs, en fait, on a embauché pas mal. Ça a été assez compliqué parce qu'on a eu notamment sur la partie produit, on a eu pas mal de gens en interne, des équipes projets qui étaient des spécialistes, des experts qui voulaient absolument passer au produit parce qu'ils trouvaient ça plutôt classe d'être au produit. Et puis finalement, on s'est retrouvé, ça c'était un petit peu un des écueils, avec que des experts, quoi. Des gens qui étaient persuadés de maîtriser le produit absolument, et qui finalement étaient hyper biaisés et ont fait pas mal d'erreurs, moi le premier, pour être tout à fait honnête. Et donc, on a aussi commencé à accélérer aussi sur la partie UX à l'époque, c'est ça qui était intéressant. On avait plutôt, 2016, on était plutôt sur des UI, faut être clair, c'était plutôt des UI. Donc on faisait des trucs plutôt chiadés, c'était assez sympa, les interfaces étaient jolies. Par contre, voilà, on n'avait pas le côté de challenge des clients, on allait voir quelques gros clients, comme c'est pareil, hein, quand on va chez EDF, Pôle emploi, Orange, et qui font la moitié de notre chiffre d'affaires. Quand le mec nous dit « je veux que ça marche comme ça », on peut batailler un peu, mais au bout d'un moment, s'il s'en va, c'est plus exactement la même chose. On est plutôt, le scale, il devient un petit peu plus compliqué, quoi. Et finalement, on a vraiment travaillé sur la partie UX. Là, on a réussi vraiment à mettre en place des méthodos de recherche, d'études avec les utilisateurs. Et vraiment, ça a été vraiment une très bonne chose pour le scale. On a racheté aussi des sociétés. Je vous disais tout à l'heure, quand on s'est basé à Nantes parce qu'on a racheté une société qui était quand même une société où il y avait déjà 4 squads dedans, c'était quand même une grosse structure. Et finalement, la chose qu'on a fait vraiment sur cette période-là, c'est qu'on s'est dit, tiens, on va mettre un peu de management à droite à gauche, quoi. Donc les équipes tech, on leur a mis des head of engineering, et puis les équipes produits, on leur a mis des head of. Principalement des anciens PO de la boîte, qui sont montés en tant qu'head of product. Et puis finalement, sur la partie 2019-2021, on a commencé à se dire, tiens, ce serait bien qu'on fasse une stratégie produit. Parce que pour être tout à fait honnête, c'est pareil. En fait, on allait chercher le client, et puis si quelqu'un voulait quelque chose, on se disait, c'est bien, c'est un gros client. On essayait d'avoir le plus en plus gros. C'était la fête dans la boîte à chaque fois qu'il y avait un gros client qui signait, c'était de la folie. Et donc, on suivait ces gros clients. Et finalement, on a fait quand même pas mal de fonctionnalités en fonction de ce que nous demandait la majorité de nos gros clients. Puis à un moment, on s'est dit, ce serait quand même sympa qu'on construise des stratégies produits en fonction de la stratégie de la boîte. Donc là, on a commencé à réfléchir à ce moment-là. On a une stratégie business qui est arrivée sur une notion de pilier. Je vous montrais tout à l'heure et on voyait formation, recrutement, gestion des talents. Et donc, au niveau business, quand on venait de racheter la boîte à Nantes,
on a vu que finalement, il y avait du e-learning ici et on avait chez Talentsoft de l'administration de la formation. Le fait de regrouper les deux, on a cartonné sur le marché. Ça a fait vraiment exploser les ventes. Et donc, on s'est dit, tiens, il y a quand même un vrai marché à faire là. Et on s'est dit, si on n'accélère pas, on avait un concurrent qui arrivait à l'époque, qui était déjà un peu présent, mais qui commençait à bien marcher, qui était 360 Learning. Et on s'est dit, là, si on n'y va pas, si on ne met pas tout autour, on va se faire bouffer. On avait la même chose sur la partie recrutement, qui avait un vrai marché à part, sur lequel on avait Smart Recruiter qui arrivait et qui commençait à nous prendre des parts de marché à droite, à gauche. Et on s'est dit, c'est pareil, c'est un vrai marché, il faut l'attaquer, et il faut vraiment une équipe structurée autour de ça. Donc d'un point de vue business, on a eu ce qu'on appelle des business lines qui sont créés, on en a eu 4. Et on a réfléchi du coup, on a designé une organisation à travers, qui devait répondre à la stratégie business. Donc on a designé l'organisation pour répondre à la stratégie produit qui répondait à la stratégie business, tout simplement. Et on avait aussi un challenge qu'on avait bien vu à l'époque, c'était qu'on avait un cloisonnement très très fort, je vous le disais, avec l'historique qu'on avait à l'époque avec CPO, CTO. Et donc on arrivait avec des équipes qui commençaient à pas très bien s'entendre. On avait des binômes leader technique PO qui étaient très très tendus. Donc on a aussi profité de ça pour designer l'organisation. Ce n'était pas uniquement la partie stratégie qui nous a fait designer l'organisation, c'était vraiment aussi les challenges du moment. Et donc finalement, ce qui a été très intéressant sur la partie 2019, c'est que le CPO et le CTO se sont un peu reculés et ont embauché un VP juste en dessous, VP Product Engineering. En fait, il n'était pas en dessous d'ailleurs, il était rattaché directement au CEO. C'est aussi ça qui a permis d'avoir une vraie structure. Et finalement, on a calqué des product lines au regard des business lines. Et là, on a fait un truc un peu particulier, c'est qu'on s'est dit, tiens, là, on a besoin d'avoir vraiment l'ensemble des équipes qui sont regroupées et qui aillent dans le même sens. Et donc, sur le marché du talent, sur le marché du learning, sur le marché du recrutement. Et on a mis des patrons produits engineering. Moi, c'est ce que j'ai fait là pendant ces années-là. J'étais patron produit engineering sur la partie formation. À côté de ça, on avait toujours attaché au VP produit les équipes Product Ops. Donc là, on avait quand même une belle équipe avec des gens qui nous faisaient la traduction des outils, de la documentation également, et toute la partie PMO, donc qui nous aidait à vraiment structurer et à mettre aussi en musique un petit peu les équipes entre elles. Et après, tout le reste, ce sont plutôt des équipes techniques. Donc là, on est arrivé, on est passé à 150 collaborateurs. On était 60 quand je suis arrivé, on est passé à 150 en 2019, donc 30 personnes en product. Et on avait vraiment calqué l'organisation avec des product lines en dessous des tribes et en dessous des feature teams. Et là, on a créé pas mal de postes. Alors là, je vais essayer de vous remettre à peu près. Alors, je suis désolé, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail, mais les postes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas toujours un pour une feature team. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé pas mal de postes à l'époque. En technique, on a créé du Success Manager pour gérer toute la partie qualité et support. On a créé la notion de product coordinateur, ça c'était hyper intéressant, parce qu'on s'est rendu compte, c'est un peu ce que disait Julien tout à l'heure, on a voulu dire qu'il faut sacraliser la squad. La feature team, il faut vraiment que le PO, sa mission principale, ce soit d'être avec son équipe et de lui donner à manger. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on partait du principe qu'une journée de PO, ça peut se rattraper, une journée de dev, c'est foutu, quoi. C'est-à-dire que si pendant une journée, le dev ne bosse pas, on ne le rattrape pas, quoi. Donc on a vraiment cherché à sacraliser ça. Et donc, on a cherché aussi autour à avoir des profils, à créer des profils qui étaient intéressants pour aider le product owner. Donc, on a mis du PMO, on a mis du user research, et un profil product coordinator qu'on n'avait pas trop vu ailleurs, mais on l'a appelé comme ça parce qu'il faisait l'interface entre ce que sortait la squad et toutes les parties prenantes en interne qui devaient voir les clients. Donc, il faisait vraiment énormément de docs. Et notamment pas mal de docs sur la communauté, beaucoup d'articles pour expliquer aux clients, regardez, on va sortir des fonctionnalités, va y avoir une fonctionnalité qui va se faire remplacer par une autre, des articles un petit peu dans tous les sens, et qui aussi travaillait pas mal avec les user research pour essayer de capter aussi la communauté sur le site, pour essayer justement d'aller poser des questions et mieux comprendre nos utilisateurs. Il y avait tout un tas de rôles comme ça qui permettaient au PO de se dire, moi ce qui m'intéresse c'est de demander des insights, de les récupérer, et après je me débrouille avec ma team. Et donc ça, on a fonctionné comme ça pendant quasiment 3 ans. Et là, rebelote, finalement, on a revu la stratégie parce qu'on s'est dit c'est pas mal, c'était bien, c'était super d'avoir des équipes comme ça qui étaient focusées sur un business, mais finalement, ça n'a pas si bien marché que ça. D'un point de vue business, en réalité, on s'est rendu compte que de toute façon, on ne rattraperait plus ni Smart Recruiter, ni 360, ni tous les petits là, parce qu'en fait, eux, c'est leur cœur de métier. C'est-à-dire qu'un Smart Recruiter, maintenant, ils sont autant que nous, voire peut-être plus, et ils ne font que du recrutement. Alors que nous, on a plein de produits. Et donc, on s'est dit à un moment donné, c'est peut-être pas là qu'on va gagner. Donc, on a vraiment au niveau business, là même, retravaillé un petit peu la stratégie de la boîte. Et finalement, on est reparti plutôt du principe que là où on gagnera, c'est en ayant une plateforme complète avec une expérience unifiée. Alors que là, concrètement, en ayant
business lines et 4 product lines en dessous, même si on avait les équipes qui se ressemblaient, qui avaient exactement la même forme, en réalité, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'UI qui commençaient à avoir des têtes un peu différentes, et pourtant on avait monté un design system. On a commencé à voir aussi que les product owners ne marchaient pas du tout pareil d'une product line à l'autre, puisqu'on avait des patrons produits différents, 4 patrons produits, donc 4 façons de voir le produit et de l'exécuter un peu différentes. Donc là, on a commencé à se dire, là, si on veut retourner le truc, il va falloir qu'on réfléchisse à une nouvelle orga. Et donc, comme je disais, donc stratégie de plateforme. En plus, on se dit, tiens, c'est marrant parce que le bailleur principal de Talentsoft depuis le départ, c'est le RH, mais finalement, ce n'est pas lui qui fait qu'on reste. On a compris à ce moment-là que finalement, le manager, c'est lui en fait qui utilise beaucoup la plateforme. C'est lui qu'on doit viser. Donc, on a vraiment changé de stratégie. Et en plus, le manager, concrètement, si ce n'est pas son outil du quotidien, l'outil RH. Donc, s'il va dans l'outil de recrutement, et ensuite dans l'outil de formation, et ensuite dans l'outil d'administration du dossier personnel, et que c'est à sapin de Noël et qu'il ne comprend pas où il est, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, on a vraiment besoin, on se rend compte à ce moment-là qu'on a vraiment besoin d'une stratégie globale, et on a pas mal de challenges en même temps. On se rend compte, premier challenge, que pour créer des composants, je parlais du design system, ça a été un calvaire pour créer ça. Parce que finalement, chacun est focusé sur son marché. Et effectivement, si on n'a pas des équipes transverses qui peuvent aller chercher des gens à droite à gauche, parce qu'une équipe transverse toute seule, finalement, elle ne fait pas grand-chose. C'est beau de faire des composants, mais derrière, il faut qu'ils soient utilisés. Il faut qu'ils soient implémentés dans les différents produits. Et ça a été une vraie difficulté. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça l'est encore. C'est encore un challenge présent. On a du mal à délivrer des sujets transverses. Et puis, on a aussi les équipes qui nous ont remonté en même temps que c'est sympa la stratégie, la roadmap de Talentsoft, mais c'est quand même tout le temps, on ne sait pas d'où ça part, puis d'un coup, paf, on dit tiens, toi, ta team, elle va faire ça. Et finalement, on arrive aussi à un moment, on a de la maturité, ça fait quand même longtemps, les équipes sont là depuis longtemps, on a quand même pas mal d'ancienneté dans les équipes produits et dev, et on ressent un besoin maintenant de dire c'est plutôt, on doit designer une stratégie et une organisation adaptée qui permettent aux équipes d'être autonomes et de se poser la question de comment moi je veux contribuer à l'atteinte de cette stratégie. Et puis le dernier, c'est qu'aussi, on l'a sûrement pas fait assez, on a peut-être été aussi des fois un peu en autarcie, on va dire, mais on a envie de faire grandir les équipes produits. Aujourd'hui, on a des PO, on a certains qui ont commencé à nous dire, moi je veux me spécialiser plutôt sur du design, il y en a plutôt qui veulent se spécialiser sur de la data, sur du gros, sur du product stratégie, sur du product marketing. Donc on a pris aussi conscience de ça, qu'il fallait vraiment qu'on aide les équipes produits à grandir. Et finalement, ce qui est assez drôle, c'est qu'on est revenu quasiment une organisation qui ressemble à celle quand moi je suis arrivé chez Talentsoft. C'est-à-dire qu'on a finalement, on a quand même une histoire très liée entre le produit et la tech. Et donc finalement, on s'est dit, comment on va réussir à faire une plateforme? C'est en remettant les équipes sur un objectif commun. Comment on va faire grandir les équipes? C'est aussi en ayant une direction produit unique et avoir des vrais guidelines produits, des principes produits qui sont les mêmes. Et on va clairement arrêter de parler de business et on va se dire à une équipe qui faisait de la formation aujourd'hui, demain, si elle veut contribuer sur le recrutement ou sur la gestion des talents, elle lèvera la main et elle dira voilà, moi je suis PO de telle équipe, la numéro 15, et moi demain je veux faire partie de ce projet-là. C'est comme ça que je veux contribuer à la réussite de la stratégie globale. Bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain puisqu'on sait qu'il y a des montants en compétences, on a des stacks techniques différentes, on a de la connaissance produit qui est un petit peu limitée des fois quand on vient d'un univers ou d'un autre. Mais c'est vraiment l'objectif de cette nouvelle organisation, c'est de remettre les équipes produits dans des conditions communes, de travailler. On va le faire d'ailleurs avec les équipes, on va travailler sur les grands principes. Parce que là, ce que je vous raconte, c'est en train de se faire. Pour être tout à fait honnête, on est en train de le faire. Moi, je suis en train de bouger d'ailleurs de poste. C'est un peu tout frais là. Et au final, ce qui est intéressant, c'est qu'on co-construit. Et ça, c'est la première fois que ça nous arrive. En fait, on s'est dit, ça fait plusieurs fois qu'on change. Donc là, on a le grand principe. On s'est dit, OK, on rescinde produit et engineering. On remet vraiment le métier au cœur le métier du produit, le métier du tech vraiment au cœur du quotidien. Les équipes, finalement, c'est toujours des squads, toujours des tribes, toujours ça n'a pas bougé. Par contre, ce qu'on veut, c'est vraiment co-construire. C'est marrant parce que c'est dans l'ADN de la boîte. On a toujours co-construit avec les clients. Et puis, ce qui est super pour l'instant, c'est que ça prend énormément. Donc, on se rend compte que c'était plutôt une bonne idée. Et nous, de toute façon, on n'avait pas la science infuse. Pour être honnête, on s'est dit, c'est sympa de designer des organisations, mais si on les impose, surtout là en période de rachat, il y a quand même pas mal qui se posent de questions déjà sur qu'est-ce que je vais devenir demain si, je sais pas, si la grande maison mère décide de tout changer. Il y a déjà des inquiétudes. Donc, on ne voulait pas rajouter de l'inquiétude là-dessus. Cette organisation, on voulait la faire.
on sait qu'on en a besoin, mais on va la construire avec les équipes. Et donc, plus de 50% des collaborateurs, je crois que c'est même au-delà de ça maintenant, participent aux workshops qui sont organisés. Il y a 2 grands principes qui sont arrivés. C'est un qu'on a appelé Minimum Viable Squad, qui est de dire mais à quoi doit ressembler une équipe pour que demain, justement, elle puisse lever la main et dire moi, c'est comme ça que je veux contribuer à la réussite de Talentsoft et à la stratégie, à quel OKR je vais me raccrocher finalement. Et donc, c'est comment on va designer les nouvelles équipes pour assurer l'autonomie tout en gardant un niveau de qualité acceptable. Et comment on fait derrière pour les monter en compétences des équipes, ce qui est quand même un élément indispensable. Et puis aussi, sur la partie roadmap, il y a une espèce d'événement qui est sorti qui se dit, tiens, et finalement, si on arrêtait de faire, parce je crois qu'on a 15 roadmaps, je crois, quelque chose comme ça, puisqu'on a autant de produits, donc on a 15 roadmaps et on n'a pas une roadmap commune. Et finalement, on se dit, si on veut faire une vraie plateforme, on va plutôt renverser un petit peu tout ça et se faire plutôt des use cases qui sont complètement transverses, régler des problèmes pour le manager, on va régler des problèmes sur le onboarding, on va passer par toutes les étapes. Et donc là, il y a aussi un événement qui va se passer là sur comment on construit une roadmap unique et qui soit plutôt bottom-up que top-down. Donc là, c'est un peu frais, il y a peut-être d'autres idées qui vont sortir, parce que ça a commencé, je crois, il y a 15 jours ou 3 semaines. Donc il y a peut-être des choses qui vont sortir, mais ce qui est génial, je trouve, c'est que là, on sent une belle dynamique, les équipes sont à fond là-dessus, et peut-être que d'ici 2 ans, je viendrai vous raconter ce que ça a donné. Ça aura peut-être marché ou pas marché. En tout cas, ce qui est intéressant, moi, je trouve, avec les orgas, c'est que là, on est en train de designer quelque chose, on va le tester, c'est un peu comme un produit, hein. On va le tester, et puis on reverra. On a déjà prévu de se revoir en janvier pour se dire est-ce qu'on sent que ça prend, et puis on se reverra dans 6 mois, est-ce que ça a marché, et puis comme ça, on va itérer aussi sur la partie orga. Merci en tout cas pour votre accueil et pour vos questions.